Bonjour, on va aborder la deuxième partie de l'atelier sur le son. Dans la première, on a vu que le son était une vibration qui se propageait à une vitesse qui dépend du milieu, l'air, l'eau ou les solides. On a vu aussi la notion de fréquence, qui est le nombre de vibrations par seconde, jusqu'à 200 vibrations par seconde ou 200 Hz pour les graves, et à partir de 2000 Hz ou 2 kHz pour les aigus. Cette notion de fréquence, on la voit bien si la vibration est très régulière, comme ici, avec une oscillation par milliseconde, ou une fréquence de 1000 Hz, ou ici, 4 oscillations par milliseconde, ou 4000 Hz. Mais en général, un son est la combinaison de graves et d'aigus, et ne se limite pas à une seule fréquence, comme ici dans un bruit. En fait, on va envisager les sons comme la superposition de vibrations à des fréquences multiples, comme dans un orchestre où chaque instrument a sa partition. Ce son, par exemple, est la combinaison des trois précédents avec une dose de 1000 Hz, une demi-dose de 4000 Hz et un peu de bruit. De même, dans un accord parfait, comme Do, Mi, Sol, où on a une première note ici à 1000 Hz, une seconde à 1250 Hz et une troisième à 1500 Hz, ce que les musiciens appellent un accord parfait, avec une fondamentale, une tierce et une quinte. Alors, on peut regarder le son en fonction du temps, avec cette onde, qui est la somme des précédentes. Mais on peut aussi regarder le son en fonction de la fréquence, par exemple entre 0 et 2000 Hz. Pour la première note à 1000 Hz, je vais avoir un pic à 1000 Hz et rien en dehors. Pour la deuxième note ou la tierce, un pic à 1250 Hz. Et pour la troisième, un pic à 1500 Hz. Et pour l'accord, qui est la somme ou la superposition des trois notes, je vais donc avoir trois pics. Et vous voyez que je peux regarder le son en fonction du temps. Ici, c'est une forme un petit peu compliquée. Ou en fonction de la fréquence. Et là, c'est quand même plus clair. Je vois très bien que l'accord correspond à trois notes. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant. Regarder le son en fonction du temps, puis en fonction de la fréquence, puis en fonction des deux. Donc vous êtes en train de regarder la vidéo à cette adresse, vous pouvez revenir à la précédente et vous avez accès à l'ensemble des ressources de l'atelier à cette adresse. Commençons par visualiser une mélodie en fonction du temps. Cette fois-ci, le graphique sous la portée correspond à 10 secondes, pas 10 millisecondes. Donc on ne voit que l'enveloppe des vibrations ou le niveau sonore. Mais si on zoome entre 500 et 1000 fois sur le premier Mi, on finit par voir les vibrations ou les oscillations de la pression. Ces oscillations sont répétitives, il y en a un peu plus de 3 en 10 millièmes de seconde, et si on mesure, on trouve 3 en 9 millièmes de seconde, ou 3 que divise 9 égale 0,33 par millième de seconde, donc 330 oscillations par seconde ou 330 Hz. Donc là, j'ai pu identifier une fréquence principale et vous pourrez vérifier sur Wikipédia que cette fréquence de 330 Hz correspond bien à ce Mi. Par contre, j'ai vu que mes oscillations étaient un peu cabossées, un peu comme on l'a vu plus tôt avec les 1000 et 4000 Hz. Ça, c'est le signe d'harmonique ou de fréquence multiple que l'on verra plus loin. On a vu que la fréquence principale de ce premier Mi était de 330 Hz, et on peut recommencer avec le Mi à l'octave qui est au-dessus, au début de la deuxième phrase musicale. Donc je zoome, et je trouve 6 oscillations en 9 millisecondes, donc 6 neuvièmes égale 0,667, oscillations par milliseconde, donc 667 par seconde ou 667 Hz. La fréquence de ce Mi sur Wikipédia, c'est 659 Hz, mais avec la marge d'erreur de nos méthodes, ça fait quelques pourcents, c'est la même chose. Et donc, vous voyez au passage qu'un octave correspond à doubler la fréquence, et on passe de 330 à 660 Hz. On va relever ces valeurs sur un graphe avec le temps en abscisse et la fréquence en ordonnée, mais avec une échelle géométrique dont on dira un mot si on a le temps. Donc je place le 330 Hz sous le premier Mi et le 660 sous le deuxième. Ensuite, je peux recommencer pour les autres notes, ce qui va donner quelque chose comme ça. La fréquence monte avec les aigus et baisse avec les graves, c'est normal. Mais un truc amusant, c'est que ça correspond exactement à la portée musicale qui vient se superposer.
Ça traduit la correspondance entre les notes et la fréquence. Une portée musicale, c'est une présentation du son en fréquence. Eh bien, on va continuer sur cette piste, mais en s'intéressant aussi aux déformations et aux harmoniques de notre piano. Alors, vous vous rappelez qu'un son peut être examiné dans le domaine des temps et dans le domaine des fréquences. On l'a vu dans l'accord parfait avec la superposition de 3 notes. Mais pour le mi du piano, comment fait-on pour identifier les contributions à cette ondulation cabossée? Cette question a été résolue par Joseph Fourier, il y a 200 ans. Il a trouvé une solution pour passer de la représentation temporelle à la représentation en fréquence. Le son à gauche est la superposition d'ondes à 330 Hz, 660, 990 et 1320 avec des niveaux décroissants. Une figure comme celle de droite décrit la répartition de l'énergie sonore en fonction de la fréquence et elle s'appelle un spectre. On peut le calculer sur son ordinateur ou son smartphone. Alors pour le faire sur un ordinateur, on peut utiliser le logiciel Audacity. J'ouvre le fichier son du piano avec Audacity. Et je sélectionne ce qui correspond au premier mi et je demande l'affichage du spectre. Et dans ce spectre, je trouve un pic à 330 Hz avec un niveau de moins 10 décibels, un deuxième à 660 avec un niveau de moins 14 décibels et un troisième à 990 à moins 28, un quatrième à moins 24, etc. Donc les harmoniques de 330 Hz avec des niveaux décroissants. De même, si je sélectionne le mi à l'octave au-dessus au début de la deuxième phrase musicale, j'ai un pic à 660 Hz avec un niveau de moins 10 décibels, un deuxième à 1320 Hz, le double, avec un niveau de moins 33 décibels, là aussi les harmoniques de la fréquence fondamentale 660 Hz. Donc on voit que la vibration de chaque note du piano correspond à la superposition d'une fréquence fondamentale, 330 ou 660 Hz, et de ses harmoniques. Avec un smartphone, vous pouvez faire la même chose, avec des applications comme Sound Spectrum Analyzer, que vous pouvez télécharger ici, ou Spectroid, que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Ça donne le même résultat pour le premier et pour le second mi, et vous pouvez calculer le spectre à chaque moment dans la mélodie. Donc au final, si je reviens à mon graphique de tout à l'heure, pour chaque note, je vais avoir des harmoniques que je peux représenter ici, mais en utilisant la couleur, je peux aussi représenter les valeurs du spectre pour toutes les fréquences, du noir et bleu pour les valeurs faibles, en passant par le rouge, et jusqu'au jaune pour les valeurs fortes ou les pics. On a alors une image que l'on appelle un spectrogramme ou sonogramme, et qui permet souvent de deviner l'origine du son comme un oiseau. Dans Audacity, je peux l'afficher en sélectionnant Multiview ou Spectrogramme. Je peux aussi l'afficher sur un smartphone avec Audio Spectrum Analyzer, mais le plus simple, sans rien installer, c'est d'aller à cette adresse, de cocher l'affichage logarithmique et de sélectionner le fichier à lire, ici piano.wav. Voilà, maintenant que vous avez vu ces techniques de représentation et d'analyse du son, en particulier le spectrogramme, je vous propose de faire un petit exercice qui consiste à reconnaître le spectrogramme d'un son après l'avoir écouté. Vous avez à gauche une liste de sons, une baleine à bosse, des orques, une sirène de pompier, un chant d'oiseau, du piano et un accord parfait, et à droite, 6 spectrogrammes. Eh bien, en vous appuyant sur la modulation en fréquence et en volume, eh bien, vous devriez être en mesure de faire la correspondance. Alors, remplissez le tableau de correspondance entre les chiffres et les lettres, et quand vous l'avez complété, vous pouvez vérifier en cliquant sur les spectrogrammes.
Vous pouvez continuer ces exercices sur PC en classe entière avec le site Academo ou Audacity, mais vous pouvez aussi faire des exercices par groupe d'élèves avec un smartphone et les logiciels Audio Spectrum Analyzer ou Spectroid. Un mini-guide est proposé dans les planches et une liste de sons dans le répertoire son des ressources. Ensuite, vous pourrez passer à l'application de reconnaissance des oiseaux, BirdNet ou Merlin Bird, mais pour ça, il y a des tutoriels sur Internet. Voilà. Enfin, il y a 2 exercices en option que je trouve intéressants. Le premier consiste à calculer la distance à un bâtiment en mesurant le décalage entre une onde et son écho. L'expérience consiste à émettre une impulsion ou une rampe en fréquence, puis à calculer le spectrogramme avec un deuxième smartphone. Alors, vous pouvez faire l'expérience vous-même ou récupérer le spectrogramme qui a déjà été fait. Ensuite, sur le spectrogramme, vous devez repérer l'onde émise et l'écho, puis calculer le décalage de temps entre les deux. La distance parcourue, donc l'aller-retour jusqu'au bâtiment ou 2 fois la distance au bâtiment, sera égale à ce décalage de temps que multiplie la vitesse. Le deuxième exercice consiste à mesurer le temps de réverbération d'une pièce. L'expérience est la même au départ, émettre une impulsion ou une rampe en fréquence, puis calculer le spectrogramme avec un deuxième smartphone. L'essentiel ici, c'est de voir la réverbération sur le spectrogramme ou de faire la différence avec ou sans réverbération à l'extérieur. Vous pourrez approfondir si vous voulez, en particulier avec la formule de Sabine qui dit que le temps de réverbération est proportionnel au volume de la pièce divisé par la somme des surfaces, pondérée par un coefficient de réflexion. Mais c'est proportionnel. Donc, avec une mesure en classe, puis dans un gymnase, vous devriez voir la différence. Voilà. Pour les propositions, j'ai fini, mais vous pouvez imaginer un milliard d'autres choses. Donc surtout, amusez-vous bien avec la physique.